Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer, même s'il y en a qui nous rejoignent, on a 1 heure devant nous, donc je propose qu'on commence. Alors déjà, merci d'être présent sur cette table ronde liée au voyage et comment repenser sa façon de voyager à l'ère de l'urgence climatique. Je vais présenter un petit peu les gens qui participent et me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Thibaut Belin, je suis consultant chez Carbon 4. C'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises à mettre au cœur de leur stratégie les enjeux liés au carbone et à la biodiversité. Donc, en fait, on va accompagner des acteurs économiques, des entreprises, à revoir comment est-ce qu'elles peuvent atténuer leur impact sur le climat, mais aussi comment s'adapter par rapport au climat qui change. Et à ce titre, moi, je fais partie d'une équipe d'expertise en lien avec les enjeux de mobilité. Donc, nos clients, ça va être tous les acteurs de la mobilité, que ce soit tout mode de transport confondu. Avant de commencer à présenter les participants et à rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous donner quelques ordres de grandeur et quelques rappels un peu sur les enjeux qu'il y a sur le voyage et le transport par rapport à l'urgence climatique. En fait, l'idée, c'est de comprendre avant d'entrer dans le sujet pourquoi est-ce que la façon dont on se transporte aujourd'hui, c'est un problème. Qu'est-ce qui pose problème exactement? Déjà, le transport en lui-même, c'est un des modes, notamment en France et en Europe, qui émet le plus de gaz à effet de serre comme secteur. Donc clairement, c'est un sujet assez clé dans le cadre de notre décarbonation et la décarbonation de nos économies parce que le transport fait partie des modes les plus émetteurs. Et donc, c'est un des modes qui contribue plus fortement au réchauffement climatique. Donc ça, c'est un premier point. Mais il n'y a pas que le climat qui pose problème, vous en avez sûrement conscience. On parle aussi beaucoup, mais pas assez malheureusement, de la biodiversité. L'érosion de la biodiversité et le transport, c'est aussi très lié. Les facteurs principaux d'érosion de la biodiversité, notamment via le transport, ça va être toutes les infrastructures. Quand on va installer des routes, quand on va mettre des gares, des aéroports, etc., on va déjà engendrer de la déforestation, donc potentiellement perturber des écosystèmes, etc. On va aussi morceler des territoires. Et ça, c'est aussi un peu moins connu, mais en termes d'impact de diversité, le morcellement des territoires, c'est assez fort. On a aussi des choses qui sont plus visibles, mais qu'on a tendance un peu à sous-estimer, la mortalité animale, sur les routes notamment. Il y a certaines espèces qui sont très sensibles à ça et qui sont à risque à cause des mortalités qui sont liées au choc qu'il y a avec les voitures notamment. Donc, ça a un impact sur le transport assez fort sur la biodiversité. C'est aussi pour ça que c'est un enjeu qu'il faut considérer aujourd'hui quand on parle de transport de demain, etc. Et au-delà de ça, le transport, c'est aussi un impact pour nous en termes sanitaires. La pollution sonore, on en parle un peu moins, mais dans les villes, c'est aussi un enjeu assez majeur sur la santé, sur notre santé. C'est très peu régulé aujourd'hui. Et puis, c'est aussi un impact sur notre sédentarité. Historiquement, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, on marchait beaucoup, on faisait beaucoup plus de modes actifs. Aujourd'hui, voilà, les modes de transport principaux, c'est des modes passifs, la voiture, le transport en commun, etc. Et donc ça a aussi un impact sur notre santé. Tout ça pour dire que le transport, c'est au milieu de plein d'enjeux et de plein de défis en fait, qui sont intéressants et sur lesquels il faut se projeter quand on parle de comment est-ce qu'on va voyager demain, comment est-ce qu'on va se transporter demain. Mais le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est plutôt sur le tourisme et le voyage, donc un des modes de transport. Le tourisme, aussi en ordre de grandeur, c'est à peu près 11% des émissions de la France de gaz à effet de serre, donc c'est un enjeu majeur aussi. Et vous l'imaginez peut-être, mais dans le tourisme, qu'est-ce qui pollue le plus? En tout cas, qu'est-ce qui est le plus responsable des émissions? C'est le transport. Donc encore une fois, le transport, dans le cas d'un tourisme, en fait, c'est le premier levier si on veut réduire son impact. J'imagine que vous connaissez aussi les principaux modes de transport qui sont utilisés pour les vacances. Voiture, avion. Et c'est malheureusement les deux modes les plus polluants, en fait, à l'unité. Voilà. Ce que je vous propose du coup, c'est de faire un petit tour de table avec les participants, avec les personnes qui sont autour de moi pour discuter aujourd'hui. Et du coup, je vais vous demander une petite présentation de vous personnellement et puis du coup de votre entreprise. Et peut-être que vous partagez aux personnes autour de la table un peu votre vision du voyage, à quoi ça fait référence et comment est-ce que vous l'imaginez à titre un peu plus individuel. Déjà, bonjour à tous, merci d'être là sur ce sujet qui du coup a l'air d'intéresser, donc c'est chouette. Moi, je suis Alizée Pierrot, je suis la cofondatrice de Molo, qui est une startup qu'on a montée il y a 7-8 mois à peu près, donc c'est tout récent, et qui a pour but de
promouvoir un mode de voyage bas carbone. Et donc, c'est une plateforme web, vous pouvez aller voir molo, M-O-2-L-O-W.eu, qui propose tout un tas de destinations accessibles sans avion ni voiture partout en Europe. Donc, il y a des destinations très proches comme les Alpes en train de nuit, jusqu'au périph' jusqu'à Istanbul ou jusqu'en Norvège, dans les îles Lofoten par exemple. Et l'idée, c'est de vraiment montrer que le trajet fait partie du voyage. Et donc, si je devais définir ma façon de voyager, ce serait ça, vraiment inclure le trajet à tout ça et dire qu'un voyage, ça commence pas en arrivant à l'aéroport, mais à la gare de départ. Bonjour, moi je suis Alexandre Joiville, je suis le directeur de la coopérative d'autopartage Cyclise. Donc l'autopartage, c'est la mise en commun de milliers de voitures directement dans les rues, en contrepartie de la proposition qu'on vous fait de vivre sans posséder vous-même une voiture, afin que dans votre quotidien, vous limitiez l'usage de la voiture, parce qu'elle n'est pas aussi facile et disponible que si vous la possédiez, tout en ayant le confort de savoir que lorsqu'il y aura besoin d'une voiture, vous en aurez toujours une, et de tous les types. Donc voilà, et alors ma conception du voyage, moi, elle est un peu en challenge avec le sujet du jour. Je suis un vilain petit canard, puisque moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est d'aller ce que j'appelle challenger l'orthodoxie, c'est-à-dire qu'on est né dans un monde, à une époque, où on nous a appris voilà comment on fait des bâtiments, voilà comment on fait de la démocratie, voilà comment on fait l'économie, voilà comment on fait société, comment on fait l'urbanisme, etc. Et ce que j'aime le plus, moi, dans le voyage, c'est d'aller ailleurs pour découvrir qu'en fait, pas du tout. On peut faire tout ça tout autrement et ça marche quand même. Et voilà, donc j'ai usé de l'avion et tout en sachant que c'est pas bien. Mais voilà ce que je cherche dans le voyage, moi. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Daniel Aubary, moi je suis directeur et marketing relation client. Alors jusque-là tout va bien. Ah, et où? À la SNCF. Et là tout va mal. Alors, on va dire, mais quel contraste! Quel contraste, parce que j'ai deux startups à côté de moi et moi je représente une vieille dame. Ah là 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 là, qu'est-ce qui va nous gonfler avec la SNCF? Alors je vous rassure, hein, vous allez voir, moi le but du jeu, hein, c'est de vous montrer que cette vieille dame, elle se transforme. Alors pour info, cette vieille dame, non seulement elle est ancienne, vous savez que c'est la marque la plus visible partout, hein, qu'on parle le plus. Pas souvent d'ailleurs en positif, parce que souvent c'est ouais, ils sont toujours en retard, c'est des feignants, etc. Donc oui, je travaille là. Et moi, le rôle aujourd'hui, mon objectif personnel, c'est que vous avez passé cette porte en disant oh là là, il y a un représentant de la SNCF, ça va être chaud patate. Et quand vous sortirez en disant ah ouais, tiens, tout compte fait, c'est pas ce que j'imagine à la SNCF. Voilà, ça c'est mon challenge perso. Et le challenge sur le voyage, hein, et là vous allez voir tout l'enjeu, et j'ai envie de vous dire, demain, il faut venir travailler chez nous. Pourquoi? Parce que l'enjeu est tout simple. Hein. Le train électrique, on l'a imaginé il y a très longtemps, c'est un mode propre. Hein. On était loin des enjeux que tu viens d'évoquer par rapport à ça. Et pour la petite histoire, hein, l'origine du train électrique de la vanne Occitanie, c'est le train jaune de Canaries. C'est le premier train électrique au monde qui est circulé, hein, donc je t'invite à le voir. Et aujourd'hui, vous voyez l'importance de ce qu'apporte l'électrique dans le bilan carbone. Et notre sujet maintenant, c'est de dire comment changer les habitudes de mobilité. Et en plus, moi, je vais essayer de vous faire changer le regard que vous pouvez porter sur la SNCF. Voilà. Merci. Il y a du travail. Du coup, on va te garder quand même à la fin 15-20 minutes de questions pour histoire d'interagir aussi avec vous et puis récolter un petit peu vos avis, vos questions, vos interrogations. Donc là, on va faire peut-être une grosse demi-heure, un petit peu de débat sur certains thèmes qu'on a un petit peu listés. Justement, le premier thème qu'on voulait aborder avec vous, c'est on comprend bien que le train, bah oui, effectivement, c'est une solution de transport qui impacte beaucoup moins sur le climat. Pour rappeler quelques chiffres, si on veut faire 500 km par exemple, si on prend le train plutôt que la voiture, on va émettre à peu près 10 fois moins de gaz à effet de serre. Donc on divise déjà à peu près par 10. Si on le fait par rapport à l'avion, on va diviser par plus que 30, à peu près sur 500 km. C'est des ordres de grandeur. Donc on comprend bien qu'en fait le train, évidemment, c'est un mode de transport qui nous paraît essentiel dans notre façon de concevoir le voyage de demain et il sera très utilisé. Mais du coup, voilà, je vais me tourner vers Daniel pour comprendre un petit peu côté SNCF, finalement, quels sont les leviers que vous avez pour encourager ce mode-là de transport? Comment est-ce qu'on peut faciliter, encourager le développement du train? Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir les freins justement à l'utilisation du train. Qu'est-ce qui aujourd'hui freine les gens à l'utiliser plus? Alors, on va faire un petit quiz tiens, pour répondre à votre question. Qui, sur les 3 derniers mois depuis la rentrée, a utilisé au moins une fois un TGV ou un intercité dans la salle? Et donc, allez, on va dire un gros 2 tiers. Qui a utilisé un lit au train, un transport régional? Donc déjà, vous avez vu, on a à peu près plus qu'un seul tiers. Et qui connaît la formule pour vous, les moins de 26, plus égale 0 en Occitanie?
Et là, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Donc, ça tombe bien. Donc, en gros, ben voilà, le résumé, c'est que vous voyez aujourd'hui le sujet. Alors, je pourrais vous retourner la question en vous disant, au fait, mais pourquoi vous avez pris spontanément le TGV pourquoi tout d'un coup, quand je parle du lit au train, waouh, on vit de la moitié de la pièce, et puis il y a un truc hyper innovant, hyper adapté à vous qui peut vous amener à la gratuité à l'usage, il n'y a qu'une personne qui la connaît. Bon, c'est là où on se dit, il y a encore du boulot. Mais globalement, ce qu'on peut se dire là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs leviers. Vous êtes une population qui a une vraie sensibilité sur le monde de demain. Et ça, ce n'était pas le cas de ma génération, encore moins des générations qui viennent. Et ça, j'allais dire, il faut vous dire merci là-dessus, parce que ce qui fait que le monde va changer, c'est pas avec les plus anciens, et c'est encore moins avec nos dirigeants politiques, c'est parce que vous êtes là et qu'au bout d'un moment, vous allez faire bouger les lignes. Alors après, faut-il encore qu'on vous donne les moyens de le faire et puis qu'on soit hyper concret. C'est une vraie réalité. Vous allez voir, je vais le démontrer. C'est pour ça que nous, il y a 3-4 ans, les questions du changement que vous évoquez, on s'est dit, quelle est la population aujourd'hui qui est le plus partante pour ce changement-là? C'est vous. Et concrètement, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit sur quoi il faut travailler. Il faut qu'on réinvente la tarification. Aujourd'hui, vous achetez un billet à l'usage, en barre, pardon, vous achetez un billet forfaitaire, vous dites, et d'ailleurs vous dites, soit les TGV sont trop chers, on voit le débat qu'il y a eu, on va pouvoir en reparler là-dessus, on pourra parler des modèles économiques, mais si vous regardez qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau depuis 20 ans, pas grand-chose. Et globalement, vous achetez un billet. Donc, première révolution, c'est de se dire, on va révolutionner la tarification. Je reviens sur plus égal 0, donc ça s'adresse à tous les jeunes en Occitanie de moins de 26 ans, donc je pense que vous êtes tous concernés dans la salle, avec ce formula, donc ça se passe sur ça, donc là ça va, vous allez être à l'aise avec ça. Vous allez créer votre profil et les 10 premiers trajets, vous allez payer 50% de réduction. Les 10 suivants, vous payez plus. Et entre le 20 et le 30e que vous allez faire tous les mois, je vais vous rembourser à chaque trajet que vous faites le premier que vous avez fait. Donc vous cagnotez. Si ça, ce n'est pas une petite révolution tarifaire, je ne sais pas ce que ça s'appelle. C'est-à-dire que quand vous allez cagnoter un mois, en gros, si vous avez fait 30 trajets dans le mois, vous avez payé 10 au début, vous n'avez rien payé entre les deux, puis vous avez regagné 10 à la fin. Donc le mois suivant, quand vous repartez sur le même schéma, vous ne payez plus. Ça, c'est une vraie révolution de tarification. C'est un vrai levier aujourd'hui pour dire, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on fait des week-ends à 1 euro, ou cet été, on a fait du 1 euro du 14 juillet au 15 août, 800 000 jeunes qui l'ont acheté. Et quand on fait ça, c'est 10 fois plus de jeunes qu'en 2019 quand ça n'existait pas. Donc, non seulement il y a un vrai levier de pouvoir d'achat, 2, il faut l'imaginer, et 3, quand on le fait, on a des résultats de ouf. Deuxième sujet, c'est has-been de voyager en train parce qu'il faut passer 10 minutes pour acheter un billet, on s'en sort plus, etc. Donc, deuxième révolution, c'est la révolution de l'usage. Dans le plus égal 0, c'est prenez votre appli, vous arrivez en gare de Toulouse, il vous dit t'es à Toulouse, vous faites un glisser start, ça génère votre billet automatiquement, vous n'avez même pas besoin de se occuper avant. Vous allez à Montpellier, vous faites glisser stop, c'est fini. Donc, deuxième révolution, c'est plus besoin d'acheter son billet. Ah ouais, mais j'achète mon billet, le train il est supprimé, je dois me le faire rembourser, c'est le bordel, etc. Donc, petite deuxième révolution qu'on a faite aujourd'hui, c'est ça. Et la troisième qui est en chantier, c'est la révolution du service. Et là, il y a encore du boulot. Aujourd'hui, on nous reproche quoi, à juste titre, on n'est pas clean sur l'information, on n'est pas clean sur les trains supprimés, on n'est pas assez dans l'accueil, on n'est pas assez dans l'empathie. Et c'est un chantier qu'on va faire. Mais globalement, demain, j'allais dire, le fait de dire le train c'est propre, on l'a nativement dans nos moyens. Ce qu'il faut faire, c'est séduire les gens. Donc, on le voit aujourd'hui dans ce qu'on a pu faire sur les jeunes, et vraiment, il y a une forte appétence. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle du voyage, d'après vous, je vais vous donner un chiffre, 2 tiers, 1 tiers. Il y a 2 tiers, dans la clé de répartition de 2 tiers, 1 tiers, il y a ceux qui voyagent, ce qu'on appelle les pendulaires, pour motif, domicile, travail, etc. Et dans l'autre, il y a ceux qui voyagent pour le motif, le loisir. D'après vous, le 1 tiers, à qui je l'attribue? Aux gens qui sont plutôt dans le voyage ou des gens qui sont plutôt dans le quotidien? Vous diriez quoi? Qui vote pour dire non, le 2 tiers, c'est les gens du quotidien? Qui vote pour ça? Et eh ben, c'est perdu. 2 tiers aujourd'hui des usages dans le transport régional, c'est plutôt dans l'esprit du voyage. Donc des gens qui vont faire quoi? D'abord, qui vont voir leur famille, parce que l'Occitanie est grande, ça part d'Avignon, ça va jusqu'à Portbou, ça va ici quasiment jusqu'à Agen, parce qu'on est à cheval. Et deuxième élément, c'est qu'on est quand même la région, et ça va faire le lien avec les petits camarades, on est quand même la première destination de France en site touristique. Et après, évidemment, le deuxième levier, c'est le tourisme. Donc tout ça pour dire qu'on se doit de révolutionner. Et on a des choses qui sont aujourd'hui en place chez les jeunes. On travaille aussi sur des produits Ride Tour, des choses comme ça. Mais il est clair que pour vous faire aimer le train ou pour vous faire changer vos habitudes de mobilité, il va falloir qu'on travaille sur vos attentes. Plus simple, moins cher, plus de services. Et donc tout ça, toutes les initiatives qui ont été listées, c'est spécifique à la région Occitanie Oui. ou c'est des choses qui se répandent sur d'autres régions? Comment ça se passe si je veux aller d'une région à une autre, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses... Alors, pour vous éclairer, souvent ce qui est vrai, c'est qu'on s'y perd un peu dans la SNCF. Alors on est chez TDS, on va rentrer 2 minutes sur le modèle économique.
Quand je parlais d'un TGV tout à l'heure, c'est un modèle économique privé. C'est-à-dire qu'un TGV qui roule aujourd'hui, toutes les charges que génère ce train-là, c'est les recettes des voyageurs qui font que le système il est rentable ou il n'est pas rentable. S'il est déficitaire, c'est pour l'entreprise. C'est comme le modèle économique des deux startups. C'est-à-dire que si ça marche, elle gagne de l'argent. Si ça ne marche pas, elle en perd. Il n'y a personne pour rattraper le coup. Ça, c'est le modèle TGV. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, TGV, quand ils font des choix de tarification ou des choix, des fois, de desserte, c'est un modèle économique purement à risque et péril. Ça, c'est une activité. Notre activité où moi je suis, c'est un modèle régional, c'est ce qu'on appelle un système à contribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la part que vous payez en tant que voyageur, ça ne correspond pas au même modèle que TGV. Et ça veut dire qu'il y a la région, donc la région Occitanie ici, qui va venir compenser sous forme d'une contribution forfaitaire un certain nombre d'éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ils ont droit de regard. Là, vous avez vu, ils vont acheter 11 trains. Quand on achète un TGV, c'est SNCF qui le paye. Quand on achète un train régional, c'est la région qui le paye. Donc forcément, le modèle économique n'est pas le même, la tarification n'est pas la même, les choix politiques ne sont pas les mêmes, et là, on est dans deux schémas complètement différents, et pourtant, tout ça, ça se passe par la SNCF. Vous en avez un intermédiaire, histoire de bien compliquer le truc. Vous avez les trains intercités. Alors, les trains intercités, c'est comme le train régional, c'est un modèle à contribution, sauf que ici, nous, c'est la région qui contribue. Quand vous êtes sur un train intercité, alors intercité, quand vous allez à Marseille depuis Toulouse, c'est un train intercité, c'est l'État qui est derrière. Et du coup, quand vous êtes voyageur, vous dites, mais moi je m'en fous, moi je suis client. Ouais, c'est que dans le modèle de tarification, on n'est pas du tout dans les mêmes modèles business. Voilà. Et forcément, on aura l'occasion d'en parler, parce que vous allez me dire, ouais, tarification TGV, elle est guidée, c'est super compliqué, etc. Je vous amène juste une réflexion. Quand vous payez un billet d'avion à 25 € et que vous payez 110 € pour le bagage, posez-vous la question du modèle. C'est le même modèle que TGV. Et là, ça émeut personne. Comme ça émeut personne de se dire, ah c'est génial, je peux partir à l'autre bout du monde pour 50 € l'aller-retour. Ça émeut personne. Et pourtant, on devrait un peu y réfléchir. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, merci. Ok, donc c'est à peu près clair qu'effectivement, le train, ça reste finalement le mode de transport le moins impactant d'un point de vue climatique dans ces voyages. La SNCF, on le voit, fait des efforts, notamment en Occitanie, pour essayer de faciliter l'usage, etc., via des offres, via des révolutions sur la partie souscription, etc. Il y a aussi un enjeu clé, et vous l'aviez mentionné, un peu sur les imaginaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on imagine quand on pense voyage, parfois, c'est partir très loin, partir en avion. Quand on voit les pubs dans le métro, quand on voit des choses où évadez-vous, c'est des choses toujours sur les Maldives ou des choses comme ça, où on est obligé d'aller en avion, etc. On pense aussi qu'il y a un enjeu à jouer, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de prix, c'est pas uniquement une question de facilité d'accès, etc. C'est aussi une notion d'imaginaire, c'est-à-dire est-ce que demain ça peut être la mode, entre guillemets, d'aller voyager moins loin, de prendre son temps pour voyager, etc. Et donc là, j'aimerais poser un peu la question à Alizé, qui du coup travaille chez Molo dans cette refaçon d'itinéraire, d'imaginaire, pardon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement comment est-ce qu'on peut réussir à rendre le train plus attractif aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples d'itinéraires aussi pour faire rêver un petit peu les gens qui sont là, qu'on n'est pas forcément au courant en fait, de tout ce qu'on peut faire avec le train tel que le réseau est développé aujourd'hui? Si tu as des choses à nous partager là-dessus, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Oui, carrément. Alors déjà, pour revenir sur la problématique d'imaginaire, on va dire, il y a une étude de Greenpeace qui est sortie la semaine dernière, je crois, qui faisait le comparatif entre le secteur aérien et ses publicités et les influenceurs voyage. Donc, ils ont vraiment analysé tous les influenceurs voyage de plus de X abonnés. Et en fait, ils se sont rendus compte que les thématiques abordées, c'était exactement les mêmes. Et le problème, il est qu'aujourd'hui, déjà, les pubs de l'aérien, on en voit partout, ça nous influence, c'est sûr, mais on s'en méfie quand même un petit peu parce qu'on sait que c'est des pubs, très clairement. Alors que les influenceurs voyage, c'est des gens qu'on suit sur les réseaux, en qui on a peut-être un peu plus confiance, etc. Et donc, ça va influer encore plus les gens. Et aujourd'hui, les thématiques qui reviennent, c'est toujours les mêmes. C'est des plages de sable fin à l'autre bout du monde, des lieux qui sont tous les mêmes et donc qui amènent du surtourisme, et un voyage très fréquent. Donc, il y avait une pub d'EasyJet qui date de l'année dernière, je crois, qui affichait un tarif l'Europe à partir de 35 € et qui disait le problème des week-ends, c'est qu'il n'y en a que 52 dans l'année. Et donc, qui invitait en fait à partir tous les week-ends à l'autre bout de l'Europe en avion. Donc voilà, aujourd'hui on en est. Et en fait, quand on pense voyage, et moi la première, hein, j'ai déjà pris l'avion plein de fois, j'ai pensé jusqu'à il y a quelques années que voyager, c'était partir le plus loin possible, être dépaysé si on le souhaite. Mais en fait, les gens qui partent à Bali, à l'autre bout du monde, en fait, beaucoup partent à Bali au Club Med. Et en fait, est-ce qu'on est vraiment dépaysé
quand on va dans les aéroports qui sont tous les mêmes, dans ces centres de vacances qui en fait proposent toujours les mêmes services. C'est une question qu'il faut se poser en tout cas. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire avec Molo, c'est de montrer qu'il y a plein d'autres imaginaires qui sont possibles de créer en partant plus proche, en partant plus longtemps, mais du coup moins fréquemment, et en se disant, OK, aujourd'hui, ce que je recherche dans le voyage, c'est la découverte peut-être, c'est les rencontres. Est-ce que ça, on ne le fait pas plus en étant dans une cabine de train de nuit qui va nous amener jusqu'en Laponie, avec en fait, des gens qu'on ne connaît pas, et forcément, on va passer 12 heures dans un train, se réveiller avec 3 mètres de neige à côté de nous, ça va amener plus d'échanges qu'un grand hall d'aéroport où tout le monde est pressé, et en fait, les gens ne se parlent pas du tout, quoi. Donc ça, c'est une chose. Nous, on propose plein d'itinéraires. Donc, je vous parlais de la Laponie qui peut faire rêver, d'Istanbul qui, en fait, depuis Paris, donc en fait, depuis ici, on va dire, est accessible en 4 trains. Donc, on va jusqu'à Paris, ensuite Paris-Vienne, Vienne-Budapest, Istanbul en saison. Sinon, il y a encore un autre changement. Et donc, bien sûr qu'on va prendre plus de temps. Mais déjà, je parle à des étudiants. Donc, le temps, vous avez peut-être un moment de votre vie où vous en avez quand même pas mal, donc vous pouvez peut-être vous prendre un mois et vous dire, en fait, je vais aller découvrir l'Europe, il y a des passes interrail qui existent, qui sont à des tarifs hyper avantageux quand on a moins de 26 ans. Et on va prendre ce temps-là et se dire, OK, de quoi je me souviens de ce voyage? Ça va être les rencontres, ça va être une nuit peut-être un peu galère dans un train entre Sofia et Istanbul, mais en fait, c'est ouf tout ce que ça m'a permis de faire. Et donc, donc là, ça demande évidemment du temps. Et si on a moins de temps, mais on peut aussi faire plein de choses. Donc, on parlait de l'Occitanie Rail Tour, par exemple. Il y a plein de choses à découvrir dans la région. Et moi, maintenant que j'y pense, j'ai fait mes études à Lyon. Quand j'étais en études, je suis restée sur mon campus quasi les 95% du temps et j'ai très peu découvert ce qu'il y avait autour de Lyon. Ici, vous êtes à Toulouse. J'ai regardé par curiosité en venant les trains directs depuis Toulouse. En fait, il y en a un qui va jusqu'à Hendaye. Et il y a plein de tarifs pour les moins de 26 ans à moins de 20 € pour aller jusqu'à Hendaye. Pourquoi pas vous faire un week-end au Pays Basque dans les prochains mois. Pareil, un train qui va jusqu'à la Tour de Carol, dans les Pyrénées. Et là, on arrive à la gare de départ du fameux train jaune qui va traverser les Pyrénées. C'est le train qui est le plus haut de France, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce train-là, c'est un voyage en lui-même, en fait. Et donc, je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir par le train et par le bus, si parfois les trains sont trop chers. Si on veut aller à Barcelone, par exemple, parfois c'est un petit budget, mais en fait, il existe des bus et on peut en trouver à 10 € depuis ici. Il faut juste passer le cap de se dire, OK, je prends en compte que le trajet, il va faire partie de mon voyage et je me dis pas que ce trajet, il m'enlève du temps de vacances. Parce que c'est sûr que si on réfléchit comme ça, on va passer 15 heures dans les transports et en fait, on n'a pas envie. Alors que si on le voit en se disant, je vais pouvoir admirer le paysage, prendre le temps de lire, de travailler si besoin, de rencontrer les gens autour, tout de suite, on entre dans une autre dynamique et il y a un champ des possibles énorme dessus. Ouais, donc du coup, finalement, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on peut continuer un petit peu à voyager loin. C'est juste qu'il faut adapter un petit peu sa façon de voir les choses et de prendre plus le temps. Je pense que ça, c'est un élément clé qui ressort aussi de ça. C'est qu'on peut aller en Norvège voir les aurores boréales. On peut faire des grands voyages aussi en train. Ça demande plus d'organisation, mais il y a des sites comme Molo qui peuvent aider. Ça demande du temps. Donc, effectivement, il faut repenser sa façon en fait, et sa vision du temps dans le voyage. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi un autre aspect qui est voyager plus local, c'est-à-dire découvrir des choses dans la région. Et ça, je pense que ce que fait la SNCF Occitanie, particulièrement avec des offres, etc., permet de plus facilement se dire, tiens, là, je vais aller c'est un week-end à tel endroit qui est peut-être à 200 km de chez moi, mais pour lequel je vais en prendre plein la vue, je vais découvrir et ça va être aussi un moment de voyage. Donc, effectivement, le train a ses avantages, il y a aussi ses inconvénients, mais un des inconvénients qui ressort aussi quand on parle de train, c'est si je veux aller à un endroit précis, le train, finalement, c'est un réseau maillé, donc je ne peux pas forcément aller exactement à l'endroit dont j'ai besoin. Et donc, parfois, on a besoin aussi, dans sa conception du voyage plus propre, de réfléchir à utiliser plusieurs modes de voyage. C'est-à-dire que le train, parfois, n'est pas suffisant, parce que quand j'arrive à la gare, peut-être que je suis bloqué, je ne peux pas aller à l'endroit où je veux, etc. Et c'est là où, potentiellement, l'autopartage va pouvoir aussi nous aider. Peut-être du coup, Alexandre, tu l'as présenté un petit peu tout à l'heure, ce que c'était que l'autopartage, mais aujourd'hui, comment peut-on imaginer la place de l'autopartage dans un mode plus respectueux comme celui qu'on est en train de décrire? À quel moment on peut s'en servir? Et aujourd'hui, un peu comme ce qu'on a discuté avec la scène, quels sont les freins finalement à utiliser l'autopartage? Et est-ce que c'est compatible avec des voyages en train, par exemple? All right.
Merci. Alors, effectivement, je vais aborder le rôle que peut avoir Cities dans la pratique d'un voyage un peu plus durable sous 3 aspects. Donc, on est une société coopérative d'intérêt collectif, agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Ce n'est pas une start-up, on a 20 ans, mais on est quand même un bébé à côté de la SNCF. Ça va être le premier point. On fait de l'autopartage, ça va être le deuxième point. Et après, on discutera des freins. Mais pourquoi je vais commencer par l'aspect coopératif et entrepreneurial? Parce que la particularité du monde coopératif et de l'économie sociale et solidaire, c'est que votre choix de consommation de voyage et les structures auprès desquelles vous allez choisir auxquelles vous allez faire confiance et vous allez choisir d'investir un peu d'argent, mais ça joue aussi sur la construction d'un monde de demain, d'une infrastructure de demain, de solutions de transport durable. Donc, dans les coopératives, tout ce que vous allez dépenser chez Cities va être utilisé pour améliorer le maillage l'année suivante, rajouter des stations, grandir, etc. Il n'y a pas de valorisation de la structure, il n'y a pas de fuite de capitaux, il n'y a pas de dividendes. Donc, ça, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder en premier. Utiliser Cities, c'est aussi, en plus de l'autopartage, un choix un peu politique, en se disant ma consommation va financer mes services de demain. Et ces services, ce seront des stations d'autopartage. Donc, je vous ai dit, l'idée qu'on vous propose, c'est de vous abandonner l'idée d'avoir une voiture à vous, rien qu'à vous, qui est toujours disponible, rien que pour vous, qui ne sert à rien. 95% du temps, elle est garée. Pourtant, vous la payez en totalité toute l'année, vous l'assurez, etc. Nous, on vous dit, imaginez autre chose, vous n'avez pas de voiture, par contre, vous avez 2500 voitures partout en France. Donc, vous en avez évidemment à côté de chez vous, dans votre rue, à côté du campus, à côté de votre futur boulot, à côté de chez vos proches. Mais ce qu'on construit, c'est un maillage régional. Vous allez trouver aussi des voitures dans les principales gares de la région et dans les principales gares de France. Pour que, quand bien même vous seriez déjà utilisatrice de l'autopartage, si vous allez justement à Hendaye et que vous vous dites, je ne vais pas prendre le train parce que ce n'est pas à Hendaye que je veux aller, c'est dans un petit gîte à 10 km d'Hendaye, du coup, je vais prendre la Cities à Toulouse et je vais traverser la France en voiture. Nous, on va vous dire, on s'est un peu cassé la tête pour qu'il y en ait partout des Cities, du coup, à la gare, là-bas, il y a une Cities. Donc, traverser la France en train et réserver la Cities que pour les derniers kilomètres. C'est cette idée-là qu'on essaie de construire au niveau national, au niveau régional, et pour vous permettre toujours de vous poser la question de la place de la voiture dans votre vie quotidienne, mais aussi dans votre vie de trajet, loisirs. Et vous avez des structures d'autopartage qui existent partout en Europe, donc même à l'international. Demandez-vous si ça vaut le coup de faire 3500 bornes en voiture ou s'il vaut mieux les faire 3400 bornes en train. Et à l'arrivée, vous ferez votre petit tour sur place en voiture s'il y a besoin. Donc ça, c'est nous un rôle qu'on a envie de jouer. Et un autre rôle qu'on veut jouer, c'est en tant qu'entreprise. Donc, il s'avère qu'on pratique la gouvernance partagée et que du coup, la politique de rémunération chez nous, elle est co-décidée par les salariés. Et une idée qui va être débattue cette année, je vous le partage en avant-première, c'est pas dit que ça passe, mais on va voir, ça va être proposé, c'est le congé train. Donc nous, il y a un vrai sujet sur la rémunération au sein de l'équipe et qui vient sur le sujet du temps. Voyager éthique, c'est plus long que voyager destructeur. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux être rémunéré en argent ou est-ce qu'il vaut mieux être rémunéré en temps? Les deux, c'est bien, mais déjà la question des congés. Et au-delà des simples congés, on est dans une boîte qui nous file plein de congés. Il peut y avoir aussi un incitatif à ce que l'entreprise rémunère les salariés qui ont choisi de voyager loin en train, en se pénalisant eux-mêmes via le temps et en disant, en justifiant d'avoir fait un long trajet en train pour un congé, on va vous donner un jour, 2 jours, voilà, c'est à construire cette idée-là. Mais voilà, ça aussi, je voulais vous le partager parce que c'est le rôle qu'on peut avoir en tant qu'entreprise pour essayer d'inciter à la bonne pratique lorsqu'il s'agit d'aller voyager. Et les freins. Oui, je parle trop du bien. Les freins, je vais vous donner un frein. La France est un pays industriel automobile. Voilà, ça fait des décennies qu'on dit à tout le monde très fort, plus que d'autres pays, et autant que les autres pays industriels automobiles, qu'il faut une voiture, si possible une grosse, une belle, il en faut plusieurs d'ailleurs, sinon on a raté sa vie, sinon on n'est pas libre, sinon on n'a pas de travail, etc. Donc, c'est un gros sujet de société, la voiture en France. Il y a d'autres pays où ça fait très longtemps que la voiture possédée, ce n'est pas vraiment un sujet. Si vous allez au Canada, même en Allemagne, pourtant, on est des années-lumière en avance sur la possession du véhicule.
En France, on a la fierté d'être très en avance sur le covoiturage. Hein, on a un acteur qui a vraiment démocratisé l'idée de partager les trajets. On est encore très loin du compte sur le partage de l'objet voiture. Donc voilà, le principal frein, pour nous, notre concurrent principal, c'est le concessionnaire automobile, qui va non seulement vous dire qu'il faut posséder la voiture, et qui va en plus vous dire que cette voiture, il faut que ce soit une 7 places avec coffre, etc. Parce que aucun sens, vous l'utiliserez une fois tous les 2 ans. Donc voilà, nous on vous dit, possédez pas de voiture. Si vous avez vraiment besoin d'une voiture au quotidien, possédez-en une toute petite, sobre, et partagez les moments exceptionnels en utilisant des services comme l'autopartage. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que la notion de petite voiture sobre, c'est un enjeu clé pour la transition, parce que vous avez sûrement tous entendu parler des voitures électriques, que potentiellement c'est un moyen efficace de réduire notre impact sur le climat. Ça l'est à partir du moment où on est sur des voitures justement qui sont petites et sobres. Si on commence à faire des SUV électriques qui font les distances de la France avec une seule sans recharge, 600-700 km, là en fait on perd tout l'avantage de l'électrique et on se retrouve dans des véhicules qui polluent autant qu'une voiture thermique. Donc en fait ça c'est vraiment clé aussi à avoir en tête, et c'est d'où l'importance de l'autopartage aussi, c'est que en fait c'est souvent un frein des gens qui veulent acheter un véhicule électrique, c'est que on dimensionne son achat par rapport au plus long trajet qu'on peut penser faire. Et donc, on se dit, bah non, moi, si j'ai une voiture électrique qui me permet pas de faire 500 km d'un coup, c'est pas la peine, alors qu'en fait, c'est 5% de mes trajets, voire 1% de mes trajets que je vais faire. L'autopartage a cet gros avantage-là, c'est que la taille des voitures, si on fait notre grosse partie du trajet en train, en fait, on n'a plus que 100 km, quelque chose comme ça à faire. Et donc là, on peut avoir des petits véhicules sobres qui n'ont pas des batteries monstrueuses et qui consomment peu de ressources. Donc là-dessus, c'est un vrai aussi avantage, même dans une logique de transition vers le véhicule électrique, de favoriser l'autopartage pour favoriser des véhicules plus petits, plus sobres et moins consommateurs. Et du coup, pour réagir par rapport à ça, puisqu'on a dit que, évidemment, l'autopartage, c'est une solution, mais c'est une solution, en tout cas, quand on parle de vacances, c'est une solution en complément d'autres choses, comme l'a souligné Alexandre. Côté SNCF, du coup, comment est-ce que, en fait, on peut articuler les deux? Est-ce qu'il y a des politiques à mettre en place pour justement favoriser, par exemple, je sais pas, je vais sur le site de la SNCF, je veux aller à un endroit précis, la SNCF va me dire, moi, je peux vous amener jusqu'à telle gare, et après, il y a d'autres modes de transport qui peuvent compléter pour vous amener jusqu'au point final. Est-ce que ça, c'est des réflexions, des choses qui sont… Ce que tu dis, ce qui est important, c'est que les transformations qu'on évoque, jusqu'à maintenant, où la vieille dame était plutôt on va tout faire nous-mêmes, ça c'est fini. Et aujourd'hui, le salut passe dans la forme du collectif. Et typiquement, tout à l'heure, on a parlé de Ride-Tour, on a travaillé avec le CRTL, et il y a 10 000 objets aujourd'hui touristiques en Occitanie qui sont en moins de 15 000 gares. Donc en gros, sur ces sujets de transformation, l'enjeu est tellement fort et la vitesse à laquelle il faut agir est tellement importante qu'il faut tous travailler collectivement. Et jusqu'à maintenant, moi, je me mets à la place d'un extérieur, je me dis, oh là 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 là, je vais travailler à la SNCF. Alors déjà, je fais un comptage, je me reste à qui? De toute façon, je ne vais jamais y arriver. Et ça aussi, c'est une image qu'on casse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se doit d'être hyper à l'écoute. Et plus par plus, ça fait toujours plus. Et du coup, c'est de se dire, OK, il y a une initiative localement là, OK, comment on y contribue? Il y a ici et là, comment on y contribue? Je prends un exemple concret. On parle de la Tour de Carole. Qui aime la montagne là, dans la salle? Qui fait du ski dans la salle? OK, qui connaît Ride-Tour? Et vous voyez? Et Skirail. Qui connaît Skirail? Pardon, qui connaît Skirail? Pardon, qui connaît Skirail? Vous voyez, 4. Ouais. Et alors, c'est dommage. C'est dommage. Vachement malo, parce que c'est là où on voit qu'il y a du travail. Typiquement, la station d'Axe-les-Thermes nous dit on va faire un billet combiné ou ski au pied, parce que pour ceux qui connaissent Axe-les-Thermes, donc c'est la station de ski qui est à Axe, la ville de Axe. Vous montez, vous avez la station qui s'appelle Axe 3 Domaines. Vous êtes pratiquement ski au pied, c'est-à-dire que vous arrivez à la gare, soit vous prenez le petit train électrique, ou vous faites 300 mètres à pied là, le long de la petite rivière, là, c'est super mignon comme tout. Et en gros, vous partez de Toulouse le matin à 7h alors, le prix d'un pour 37 €. 37 € avec le prix d'un plein pour aller à Axe, revenir et le prix du forfait de la journée. Pour 37 € la journée, vous partez de Toulouse. On vous amène tranquillement, allez, 2 heures de train. Vous arrivez à Axe. Vous avez le forfait qui vous est téléchargé dans le train. Donc en plus, vous n'avez même pas besoin de faire la queue. Vous arrivez à Axe, vous passez à la télécabine. En gros, vous partez à 7h, 9h30, vous skiez. Et vous revenez en fin de journée tranquillement pour vous reposer à 17h ou à 17h30 et vous avez passé une journée soit pour skier, soit tout simplement pour faire autre chose. Et là, en gros, cette initiative, elle est de partenariat, c'est-à-dire des acteurs avec la station, de mettre fiable. On s'est mis tout autour du pot. Alors, heureusement, c'est peu connu, mais vous irez voir, ça va démarrer au 15 décembre. L'année dernière, c'est plus de 20 000 personnes, donc 80% de jeunes. J'insiste beaucoup, la population ski-rail, elle a moins de 26 ans à 80%, et 20 000 billets vendus l'année dernière. Il y a encore 3 ans, c'était 2 fois moins, on était à peine à 10 000. Donc les choses changent, il y a encore du travail.
Tout ça pour dire que chaque initiative, là, je vous ai pris l'exemple de Spirail, on la regarde, on la creuse, on peut aller faire dans des offres combinées. Demain, on peut travailler, pourquoi pas, sur des sujets d'autopartage, sur de la valorisation de parcours de trajet. Hein. Parce que moi, j'aime bien quand on dit, ouais, pour voyager, il faut partir loin. Alors, est-ce qu'on part loin à distance ou est-ce qu'on part loin dans sa tête? Posez-vous la question, parce que des fois, on peut partir très près et hyper loin dans sa tête. Si vous allez sur le Larzac, si vous allez sur l'Écosse, si vous allez, allez-y maintenant, à cette période, là, vous allez voir, c'est magnifique, il n'y a personne. Là, je peux vous dire que vous allez partir hyper loin dans votre tête parce que vous allez vous dire, mais je suis en France, je suis en Occitanie, mais waouh! Et malheureusement, aujourd'hui, la notion de dépaysement, elle est hyper liée en disant, ah ouais, je pris l'avion, je suis allé au bout de la planète. Ok, mais comme tu l'as dit d'ailleurs, je suis allé au Club Med. Bon, quelle est la différence entre le Club Med qui est à Chamonix et celui qui est à Bali? Bon, si, il y a un qui l'hiver, qui l'été, mais honnêtement, pas beaucoup. Et là, pour le coup, c'est chaque individu qui va avoir sa propre part de responsabilité et de changer tout simplement son modèle. Et je pense qu'on a fait un petit tour déjà, brassé un petit peu large les quelques sujets, mais on peut prendre un petit peu de temps là justement pour débattre, répondre à vos questions, vos interrogations que vous avez sur ces sujets-là. Est-ce qu'on fonctionne avec un micro peut-être pour les gens qui sont au fond? Je sais pas, on peut peut-être faire passer. Je vais voir les. Allez. On vous écoute. J'avais une question concernant l'autopartage. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la différence entre l'autopartage et la location de voiture? Absolument. Alors, l'autopartage, vous êtes totalement, d'une part, indépendante. Vous allez aller vous-même à la voiture. Elle a une place dans la rue. Il n'y a pas d'horaire d'agence. Il n'y a pas d'agence ou de guichet. Vous êtes toute seule comme une grande. Vous vous rendez à la voiture. L'autopartage, vous pouvez réserver la voiture pour 1 heure. Et vous allez payer, enfin, ou plus, hein, mais minimum. Et vous allez payer réellement votre usage. C'est-à-dire que ce n'est pas des forfaits comme chez les loueurs à la journée, au week-end, avec kilomètres illimités ou 500 km. C'est vraiment, si vous avez fait 27 km en 1h30, vous allez payer 27 km et 1h30. Si vous avez mis 2h30 et 12 km, vous allez payer. Voilà. Vous avez un tarif à l'heure, un tarif au kilomètre. Donc ça, c'est la différence fondamentale qui va plutôt jouer sur le quotidien. Lorsqu'on est dans une dynamique de voyage, week-end, semaine ou grosses vacances, là, on se retrouve avec des paliers où vous allez garder la voiture plus longtemps. Donc, il y a des tarifs dégressifs à la journée, à la semaine pour coller à peu près au tarif du marché de la location classique. Autre particularité, mais là, je vais parler de Cities, c'est que comme nous, on n'est pas une entreprise capitaliste, on ne pratique pas le management des prix au jeté de dés en fonction du nombre de clics et de la période. Donc, c'est le même prix toute l'année. Vous pouvez réserver 6 mois à l'avance votre voiture. Vous savez où elle sera, combien ça va vous coûter. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Vous êtes autonome. La voiture, elle est prête à partir. Vous l'avez réservée à l'avance. Donc, vous savez exactement quel modèle c'est. Et vous vous présentez le jour J à l'heure que vous avez annoncé pour ouvrir les portes, prendre les clés, partir. Et vous la ramènerez à sa place quand vous avez dit que vous allez la ramener. Et comme ça, la personne d'après la reprend. Merci. Bonjour et merci pour votre intervention. Je voulais que vous nous réexpliquiez le concept du congé train, parce que je n'ai pas très bien compris la définition. Merci. Alors, je vais en parler qu'en termes de concept, puisqu'on n'a pas encore décidé, voté collectivement et donc acté la grille. Mais l'idée, c'est que, je vais prendre un exemple, quelqu'un dans l'équipe veut aller au Lofoten, en Norvège, c'est loin. Soit il prend un avion, donc il va y être en quelques heures, soit il dit, je ne veux pas prendre l'avion, je vais prendre le train. Et du coup, il va y être en quelques jours. Okay. Et ben, du coup, on va discuter de la part de responsabilité de la coopérative à encourager ce fonctionnement et à dire c'est OK si tu vas en avion, mais du coup, tu as posé 10 jours, on enlève 10 jours de tes congés. Ou alors, on va dire c'est très noble d'avoir choisi le train, du coup, tu as pris 10 jours, tu as été absent 10 jours, mais on va enlever que 8 jours sur les congés, par exemple. Voilà. Après, ça commence. Enfin, le danger de ça, je pense que c'est très bien, ça favorise ça, mais le danger, c'est d'entrer aussi un peu dans la vie perso des gens. Peut-être pour certaines personnes qui ne souhaitent pas forcément dire comment je vais en vacances, etc. Mais par contre, quand c'est possible, effectivement. Voilà, donc l'idée, c'est pas de donner moins de congés à ceux qui à partent tout en le avion. monde et on récupère les congés que si on trouve qu'on a pris le train. C'est tout le monde a la politique de rémunération, mais
il y a l'idée d'un incitatif. Nous, on pratique déjà plein d'incitatifs. Il y a des petites enveloppes financières qu'on donne, mais uniquement pour des dépenses liées au sport, à la santé, etc. On a des choses comme ça. Bon, nous, c'est dans notre culture c'est peut-être un droit de regard, mais en tout cas, les gens, ils ne sont pas pénalisés s'ils prennent l'avion. Mais s'ils choisissent le train, voilà. Après, ça ne va peut-être pas passer avec des arguments comme ça, mais ça va être un gros sujet de débat cette année. Bonjour. Alors, étant étudiante de la région toulousaine, j'avais déjà beaucoup entendu parler des ski rails dans la région. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'éventuellement, il est réfléchi d'avoir une autre option du même type pour d'autres destinations, plutôt à la mer ou dans le sud de la France Alors, sur Australie, tu l'as tous les jours avec plus égal 0. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tu vas où tu veux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, tu as un appartement à Montauban. Tiens, imaginons, hein, tu es étudiant, tu as un appartement à Montauban, qui paye moins cher qu'à Toulouse, et tu vas dire, OK, j'utilise Q égale 0 pour venir ici à TBS en cours. Et puis le week-end, tu vas te dire, ah ben c'est génial, j'ai envie d'aller passer un jour à Montpellier ou aller à la plage à Perpignan. Dans ton glycé-start, glycé-stop que je t'ai évoqué, si tu es dans ta zone de gratuité au bout du 11e trajet, tu pars de Toulouse, il va te dire start, tu vas à Perpignan, tu vas payer 0. Et même mieux, hein, si tu es dans ton 21e trajet, ça va te compter une cagnotte. Donc, si tu veux, cette notion de liberté de mobilité, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous allez sur un navigateur, vous tapez plus égal 0 Occitanie, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Pour info, aujourd'hui, on a 87 000 jeunes dans le dispositif. Alors, il n'est pas assez connu, on a vu tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment. Alors, ça, c'était voulu par la région. Alors, pourquoi on peut faire ce modèle économique-là et que TGV ne peut pas le faire? Parce que je vois bien la question qui arrive, c'est de dire, eh ouais, mais pourquoi TGV ne le fait pas? Tout simplement parce que quand vous payez 0, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et là, tout à l'heure, je parlais de la contribution de la région. On a la chance d'avoir Carole Delga, région Occitanie, vous connaissez son positionnement, qui est de dire aujourd'hui, moi, je lutte pour le pouvoir d'achat des jeunes, etc. Et donc, la partie que vous ne payez pas vous à ce moment-là, vous la payez, elle est payée par la région. Voilà. Mais globalement, cette notion de liberté, alors ça marche. Alors tu peux aller, si tu veux aller à Marseille, ça marchera. Si tu veux aller sur Amiens, ça marchera. Ça marche sur toutes les destinations limitrophes. Il est clair que si tu veux aller à Bordeaux, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionne que sur le périmètre régional. Mais cette notion de liberté de mobilité à tout petit prix, voire à 0, voilà. Et puis si tu n'as pas envie de rentrer là-dedans, il faut quand même que vous sachiez que tous les week-ends en Occitanie, les premiers week-ends de chaque mois, c'est 1 euro pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que là arrive le premier week-end de novembre, voilà, ce week-end-là. Alors ça, c'est pas propre au moins de 26. Donc il y a, en gros, ce qui est très intéressant dans ça, parce que tout à l'heure on disait, mais quels sont les freins? Les freins, des fois, c'est de faire essayer. Et vous savez ce que fait Intermarché quand il veut vous faire rentrer chez eux? Il fait le Nutella après tout le temps. Il vous balance une super promo Nutella. Vous allez à Intermarché pour la première fois, puis vous dites, ah tiens, il est bien ce magasin, et hop, je reviens la fois d'après. Quand on fait 1 euro sur un week-end, il faut savoir que sur les gens qui viennent à 1 euro, on est presque à 1 million de billets, il y a 37% des gens qui ont acheté un billet sur un week-end à 1 euro qui prenaient le lit au train pour la première fois. Et il y en a 34% qui reviennent. Voilà. Donc du coup, des leviers de se dire, mais comment on fait pour? Déjà, on baisse les prix. C'est une façon de dire, bon, je ne suis pas très train, mais quand même, à ce prix-là, j'y vais. Et après, on se dit, ouais, quand même, quoi, je peux me reposer, je peux pianoter sur mon téléphone, sur mon PC, je peux dormir, etc. Honnêtement, le ski rail, moi, le premier, quand j'avais skié, mais j'ai en voiture. Bon, d'abord, je ne paye pas le train, mais deux, à 7 heures, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez dans le train, vous dormez pendant 2 heures, vous arrivez là, vous skiez, le soir, vous êtes cassé, vous vous couchez en vrai. Enfin, il y a quand même une notion de confort. C'est ça aussi au bout d'un moment qu'on comprend, c'est la fatigue mentale. Quoi. Il faut se dire, OK, alors il y a le côté économique, il y a le fait de se dire, et puis il y a un côté convivialité aussi. Enfin, quand vous prenez le ski rail, c'est rigolo. Vous avez 80% de jeunes dans le train. Quoi. Moi, quand j'y vais, puis mon âge, c'est une cure de jouvence, c'est super. Quoi. Il y a plein de jeunes dans les trains. Ouais, pour le coup, du coup, c'est quelque chose qui était un peu connu parce que moi j'ai été à Toulouse, mais je pense que ça peut être hyper intéressant de se rapprocher, d'en parler au niveau des. Ça a peut-être été fait à l'université, je ne sais pas, mais justement des étudiants pour faire connaître tous ces dispositifs-là. Alors, tu as raison, le gros défaut qu'on a, c'est qu'à SNT, des fois, avant, on travaille dans les guichets. Alors, de plus en plus, on n'est pas encore venu chez TBS, mais en ce moment, on est une organisation où on va dans tous les centres universitaires et on fait des stands, alors généralement pas loin des cafés, des trucs comme ça. Et pendant 1 ou 2 journées, on est à la disposition justement pour faire connaître ce genre de choses, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est encore méconnu, encore très méconnu. Bravo. Donc là, on a parlé du cas de la France, c'est un beau pays, on est bien, on est
D'accord sur ce point-là. Cependant, les gens, enfin, faut pas se leurrer, les gens continueront à vouloir voyager à l'étranger. Enfin, rien que nous, ici, en première année de master, on va être nombreux à partir en université partenaire. Parfois, de l'autre côté de l'Atlantique, il est compliqué d'aller au Canada ou au Brésil en train. Donc, est-ce que là, il n'y aurait pas une carte à jouer au niveau ferroviaire, par exemple, la SNCF ou d'autres directeurs, de faire en sorte de, certes, je prends l'avion pour aller, par exemple, au Brésil, mais grâce à la SNCF, j'ai un partenaire, enfin, qui pourrait faire un partenariat avec les réseaux ferroviaires sur place pour avoir une offre qui est moins chère et qui me permettrait de solliciter un déplacement plus propre plutôt que la voiture. Bon, après, ça dépend de la géographie. Par exemple, le Brésil est peut-être un mauvais exemple car c'est horrible, c'est tropical, pour faire des chemins de fer et le pays est énorme aussi. Alors, tu as raison, et c'est intéressant ce que tu dis là, complètement d'accord avec ton idée, c'est une très très bonne idée. Alors après, c'est pas évident, la SNCF de débarquer, tu vois, au Brésil, chez nous, de dire, bon, mais ceci étant, je te prends un exemple concret et tu vas voir, ça illustre parfaitement ton idée. Premier message, ok, l'avion pollue, mais il ne faut pas se dire, c'est pas bien de prendre l'avion. Il y a des moments, il faut le faire et on n'est pas contre. C'est juste d'être pragmatique. Ça, je pense, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est de dire que du coup, je te prends un exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité cet été, mais Air Canada donc, a ouvert une liaison Québec-Toulouse. C'est intéressant parce qu'une compagnie aérienne, pour le coup, c'est pas nous qui l'avons eu, est venue taper à la porte en disant ok, bon, je fais de l'avion, ça pollue, ok, mais enfin, venir du Québec en France, si tu vas en bateau, c'est pas quelques jours qu'il faudra, c'est beaucoup de jours. Hein. Et eux, ils se disent bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait que dans le billet d'avion que vous achetez le Toulouse-Québec ou le Québec-Toulouse, on rajoute 10 euros pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu achètes ton billet, que tu utilises ou pas, par contre, quand tu viens une semaine en France, dans le 10 euros, tu peux voyager en toute liberté sur le lit au train. Et donc, c'est inclus dans alors, ce qui est intéressant, c'est le modèle économique. Parce que le modèle économique, c'est de dire, je fais payer 10 euros à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Air Canada, je ne connais pas le prix d'un billet d'avion, mais c'est peut-être 200 ou 250 euros l'aller-retour. Tu vas le payer 260. Demain, Air Canada va te dire, quand tu vas en France, tu es venu en avion, mais sur place, tu t'occupes de rien, tu n'as pas besoin d'aller prendre une voiture pendant 7 jours. Tu vas pouvoir peut-être faire quelques petits bouts en voiture de temps en temps parce qu'on ne va pas t'amener au bon endroit. Mais pour le prix du billet d'avion, tu vas avoir le train inclus dedans. Et là, concrètement, ce qu'on imagine, hein, c'est un petit code promo. Tu as acheté ton billet d'avion, tu le reçois, tu arrives en France, tu télécharges l'application Fertic, tu rentres ton code promo et ça va marcher par un glisser start, glisser stop. Et depuis l'aéroport, parce que quand tu es à Toulouse, il faut quand même prendre la navette aéroport qui va t'amener au centre-ville. Mais on irait dedans. Donc ton idée, il faut aller vers ça. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il faut être particulièrement innovant. Et nous, là-dessus, on est très sensible sur ça. Alors, j'espère que Air Canada, ça arrivera, mais c'est intéressant que des compagnies aériennes, tu vois, y réfléchissent. Air France, il n'y a pas travaillé avec la SNCF justement en France de faire des partenariats Alors, pas vraiment, tu vois. Là, dans ce que tu évoques, et moi je te rejoins, hein, c'est de te dire, ok, tu es venu en avion, bon, ça va, on va pas te le crier haut et fort, ok, tu as pollué, mais bon, tu es venu quand même là. Après, c'est de dire, il y a des moments où tu n'as pas le choix, tu dois prendre l'avion, et quand tu as le choix, on va te faciliter l'usage. Voilà. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Et après, le coup d'après, c'est comment de l'autre côté on joue pareil. C'est un peu plus subtil, mais il ne faut pas se l'interdire en tout cas. Et, enfin, merci à vous. Merci à toi. Je suis vraiment surpris de voir que ça existe déjà. Alors, ça n'existe pas, c'est en réflexion. Oui, mais si tu veux, c'est ce que tu soulèves, hein, c'est un vrai sujet. Un vrai soulèvement. Bonjour. Moi, j'ai une petite question parce que, en fait, moi, j'habite en zone parisienne. Donc, comme beaucoup à TBS, on n'est pas originaire de l'Occitanie. Du coup, pour rentrer, voir nos parents pour les vacances, etc., en fait, on doit prendre le train ou l'avion. Et en fait, il m'est arrivé quand même plusieurs fois, une fois pour être exact l'année dernière, de devoir prendre l'avion plutôt que le train pour des raisons économiques, parce qu'en fait, je me retrouve à avoir des trains qui sont 30 à 40 euros plus chers que l'avion. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette situation, mais aussi pour savoir s'il y a des évolutions sur ce genre de choses. Alors, c'est vrai, ce que tu dis, c'est une vraie réalité. Hein. Moi, des fois, je m'interroge sur le modèle économique des compagnies aériennes, franchement. Parce qu'en gros, le business model, il est simple. Hein. Tu as un avion, nous, on a un train. Tu as un conducteur dedans, il y a un conducteur de chaque côté, il y a des coûts fixes. Bon, la différence, c'est que ce que n'a pas l'aérien et que nous, on a, c'est que nous, on paye l'infrastructure. Donc, tu payes l'infrastructure. Quand tu roules sur un rail, tu payes. Quand tu arrives dans une gare, tu payes. Alors, quand tu arrives dans un aéroport, tu payes aussi, la compagnie paye, donc c'est similaire. La différence, c'est que dans le modèle économique, nous, on a un coût supplémentaire que n'a pas l'avion, parce qu'une fois que l'avion est en l'air, il ne paye plus. Hein.
Il paye que ses carburants, etc. Bon, ceci étant, quand on est là, moi j'avoue, je m'interroge sur le modèle économique. Mais s'ils le font, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Je me dis, ils ne sont pas idiots, ils vont à perte. Hein. Et alors après, ce qui est très compliqué, c'est que la tarification, tout à l'heure, je parlais de plus égal 0, la règle, elle est claire, et c'est toi qui joues les bénéfices, et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'une fois que je t'ai dit 10 premiers trajets, 50%, etc., il n'y a pas de lead management, tout comme ça, voilà. Et ça, pour nous, c'est important parce que tu es toujours acteur de ce que tu vas gagner, et tous les mois, ça va être la même chose. Dans ce que tu décris, c'est un peu la roulette qu'évoquait tout à l'heure mon voisin. C'est le principe du lead. Hein. Vous connaissez comment ça marche. Hein. Il y a une offre et une demande. Et derrière, il y a un algorithme qui dit, en fonction de l'offre ou de la demande, en permanence, je vais adapter mon prix. Il y a plein de modèles économiques qui sont construits comme ça. Celui du TGV est construit comme ça. Mais encore une fois, pourquoi il est construit comme ça? Parce que quand un TGV roule et qu'il perd de l'argent, c'est la SNCF qui perd de l'argent, quoi. Et il faut savoir que si un jour les TGV perdent de l'argent, déficitaire, c'est une société privée, il n'y aura pas l'État qui viendra compenser. Hein. Donc forcément, le système, il est discutable. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on le discute pour le ferroviaire, mais l'aérien, c'est le même. Il y a plein de. Quand vous achetez une agence de voyage, en voyage, etc., c'est le même système. Il y a plein de modèles qui sont construits comme ça. Là, ça émeut personne. Et dès qu'on est sur la SNCF, on dit au scandale. Alors, du coup, j'ai envie de te dire, c'est jouer. Alors, la règle est plus simple, parce que plus égal 0, une fois que je te l'ai dit, tu as compris. Le yield, je vais te dire, ça va dépendre. Ça va dépendre, parce que des fois, si je vais te dire, si tu achètes trop tôt, tu peux payer le prix fort, parce que si le train se vend mal au dernier moment, tu vas payer moins cher. Et ça, c'est fluctuant. Et à l'inverse, je vais te dire, non, n'attends pas le dernier moment, parce que si le train est complet, les 3 ou 4 places qui va rester, tu vas les payer plein pot. Et ce système-là, je ne sais pas t'expliquer le modèle. Je vais te dire, c'est au bonheur la chance, et ça va dépendre de la volatilité des usages et des achats. Et oui, ça amène à les incohérences que tu évoques. Alors, moi, ça m'évoque une réaction très rapide, c'est que gardez en tête que le trajet le moins cher, c'est celui que vous ne faites pas. Donc, si on se retrouve un week-end où c'est trop cher le train, est-ce qu'il faut prendre l'avion ou est-ce qu'il faut se dire, je vais chiller à Toulouse et partir à la montagne avec des copains? Voilà. Ça, je ne juge pas parce que des fois, c'est peut-être obligé. Mais on est dans un monde où si on regarde en arrière la vie de nos parents, de nos grands-parents, on se déplace massivement plus parce que toutes les infrastructures qu'on a, rouler en voiture, les voitures vont plus vite, les autoroutes permettent d'aller plus vite, les trains sont meilleurs même si on se plaint tout le temps qu'avant. Il y a les avions maintenant pour faire 200 bornes, il y a des avions, ça n'a aucun sens. Bref, donc on a l'impression qu'en fait, c'est pas questionnable le fait de se déplacer, mais en fait, il y a plein de fois où on pourrait se dire, c'est trop cher, j'y vais pas. On peut, je dis pas qu'il fallait, je dis juste pensez aussi des fois à vous dire je vais pas rentrer chez moi ou moins souvent dans l'année, ça fait des économies. Voilà. Mais après, s'il y a les moyens, et c'est OK, hein. Mais juste si vous êtes dans une optique de faire des économies, le déplacement le moins cher, c'est celui qu'on ne fait pas. Et je rebondis sur ce que tu dis. Il y a un élément qu'il faut vous intégrer, c'est que quand le TGV est créé dans les années 80, ça a été la course à la vitesse. Et ça a été la culture de la boîte. Alors, ne pas oublier que la SNCF, c'est une culture d'ingénierie et on a le record du monde de la vitesse. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la stratégie de la boîte, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un TGV en moyenne, il roule à 300 km/h. Techniquement, on pourrait aller plus loin. Et donc, ça a été une course à l'échalote entre le TGV numéro 1, le TGV numéro 2, le TGV numéro 3. Il faut savoir que le nouveau TGV qui rentre, là, ce n'est pas la vitesse qu'on va lui demander. On travaille sur le confort, on va travailler sur l'ergonomie, on va travailler sur l'économie d'énergie. C'est-à-dire que pour le kilométrage parcouru, il va consommer moins et on ne va plus aller chercher la vitesse. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là où avant la culture de la boîte, c'était de dire la force du TGV, c'est la vitesse, c'est fini. Désormais, c'est de dire, voilà, il y a un seuil, c'est 300 km/h, on ne va pas aller au-dessus, parce qu'on sait très bien que si on va au-dessus, c'est contre la planète. Parce que techniquement, l'infrastructure, les coûts, etc. Et qu'au bout d'un moment, ce qu'il faut aussi éduquer dans l'éducation, c'est de dire arrêtez de vouloir toujours aller plus vite. Alors moi je suis content que le suivi Hyperloop, vous avez vu, il est morné. Hein. Alors Hyperloop, pour la petite histoire, ça a été aussi un contre-feu pour pas que le TGV arrive aux États-Unis. Hein. Et au bout d'un moment, ils ont créé Hyperloop en se disant tiens, on va faire croire que bientôt on va voyager plus vite que le train. Et le jour où les Européens voudraient essayer, parce que vous savez qu'aux États-Unis, le train, il y a tout à faire. Hein, voilà. Mais il n'empêche que dans la stratégie industrielle de la SNCF, c'est plus la vitesse. Et le nouveau TGV, là, le premier sujet du nouveau TGV, c'est l'économie d'énergie et le fait qu'il soit 100% recyclable. Et ça change par rapport au premier qui est sorti. Hein. Après, là, vous dites qu'on tape sur la SNCF. Je ne suis pas vraiment d'accord, dans le sens où
bah, quand on compare, on reste quand même étudiant, on a quand même nos parents, donc rentrer moins, pourquoi pas, on a quand même des obligations aussi chez nous. On a un budget qui est quand même pas illimité non plus. Et on a aussi un temps où nos moments de vacances, c'est une semaine et pas plus. C'est vrai que bah, sur une semaine, par exemple, pour faire, je sais pas, pour aller à Brest, bah, perdre 9 heures à 10 heures en train, on n'a pas forcément le temps et certains vont favoriser 50 € de moins, plus 6 heures de moins. Et je trouve ça tout à fait légitime, mais c'est pas contre la SNCF. Moi, je vois, j'habite à La Rochelle, j'en ai pour à 5 à 6 heures pour rentrer chez moi en train. Je refuse de prendre l'avion aujourd'hui, donc je ne le prends pas en France. Mais par contre, je vais prendre un Blablacar parce que économiquement, au niveau du temps, tout est gagnant. Du coup, je ne tape pas sur la SNCF. Je trouve juste qu'aujourd'hui, d'un point de vue temps, argent et tout ce qui va avec, bah non. Même si je suis d'accord avec l'argument qu'il faut repenser le voyage et dire que c'est un moment qu'on prend notre temps, etc. Mais on l'a pas forcément. Et puis, pour voir des villages de France, enfin, ils sont très beaux, ils sont très beaux. Il y a plein de villages très beaux, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les voit même pas en train, qu'on passe par des gares qui sont bah, plus ou moins jolies. Et voilà quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt. Même si les coins qui sont très beaux à voir, je sais que vers Montpellier, quand on prend le train vers là-bas, c'est très beau. Et est-ce que tu as beaucoup de prendre le train pour ça? Je suis pas sûre. Bah, ce que tu dis, mais c'est là. Moi, la finalité, c'est quoi? C'est ayez le choix. Et vous ferez vos choix délibérés. Et ce qui est important, c'est que pour choisir, il faut quand même être compétitif. Hein. Donc, nous, notre job, c'est de se rapprocher de la compétitivité. Mais en aucun cas, moi, je viendrai jamais vous dire c'est pas bien de prendre l'avion, c'est pas bien de prendre la voiture. J'ai envie de dire tout autour de la table ici. Voilà, on parlait de l'obsolescence programmée, des ordinateurs, tout ce que vous voulez. Si demain, on décide tous de ne plus acheter Apple, Apple fait faillite. Hein. C'est aussi simple que ça, le truc. Hein. Mais on sous-estime. Et du coup, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut redonner le pouvoir à chacun d'entre nous. Parce que souvent, on dit, ouais, il faut que l'entreprise fasse ça. Ouais, il faut que l'État fasse ça. Moi, j'ai envie de dire que si demain, là, autour de la table, on décide de ne plus acheter d'Apple, Apple fait faillite. Et si dans le monde entier, tout le monde se dit, je boycotte, je n'achète plus, Apple fait faillite. Hein. C'est aussi bête que ça, le système. Hein. Et souvent, on se dit, oui, mais non. Voilà. Et c'est là où, au bout d'un moment, et je pense que moi, je respecte tout à fait ton choix et je le comprends. Et au bout d'un moment, c'est de se dire, bah, après, chacun pourra juger. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, la SNCF, ils ont changé par rapport à il y a 10 ans. C'est ça le vrai sujet. Après que tu ne le prennes pas, là-dessus, je peux comprendre tout à fait. Hein. Mais non, mais même le coup de dire c'est aux consommateurs. Non, c'est aux consommateurs, à l'État, aux entreprises et aux trois. Faut pas, à chaque fois, on cherche toujours une victime, quelqu'un accusé, quelqu'un à agir. Non, c'est les trois. Et justement, quoi, on le voit dans les différents événements qu'on va avoir. C'est pas un acteur qui va jouer, c'est l'ensemble des acteurs qui va jouer. Et pas un en particulier. Pose-toi juste la question de qui a le plus de pouvoir. Mais je ne te demande pas de répondre. Hein. Et hiérarchise entre le consommateur, l'État et l'entreprise. Et dis-toi qui a le plus de pouvoir. Les trois, on a un niveau qui met les réglementations, l'État, qui décide de tes politiques, l'entreprise, qui décide de tes choix en matière de consommation, le consommateur. Pour moi, les trois ont un rôle à jouer. Il n'y en a pas un parce que. Du coup, bah, je suis plutôt d'accord avec elle et je comprends tout à fait votre point de vue aussi. Mais vous avez parlé, par exemple, de compétitivité. Et vous, à votre échelle, au niveau de la SNCF, qu'est-ce que vous faites pour que le choix des étudiants se porte plus sur vous que sur la région, par exemple? Genre en dehors de la région, parce que je comprends que c'est pas les mêmes mesures, mais pour, par exemple, quelqu'un qui devrait rentrer à Paris, etc. Alors, dans ta question, je ne vais pas répéter certaines choses, mais je n'ai pas le pouvoir sur tous tes besoins de mobilité. Moi, à mon niveau régional, si tu me dis qu'est-ce que tu fais pour moi pour aller à Montpellier, je peux te répondre. Si tu me dis qu'est-ce que tu fais pour moi pour aller à Montauban, je peux te répondre. Si tu me dis qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour aller à Paris, je vais te dire là, je ne peux pas moi directement te répondre. Parce qu'on revient dans les schémas d'organisation. Hein. Mais je pense que concrètement aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est, on a vu tout à l'heure, il y avait plein de... déjà, pour moi, le premier sujet, c'est faire savoir. Que le faire, on l'a déjà fait. Je vous ai donné plein d'exemples tout à l'heure. Plus égalisé, on a parlé de plus direct. Moi, le constat que je fais, c'est que le faire savoir, il y a un truc dans la raquette. Et d'ailleurs, quand on vient débattre avec vous, ça vous donne une image différente peut-être de la boîte. Parce que tiens, je ne pensais pas qu'à la SNCF, on pouvait recevoir un discours. Et deux, ça vous peut peut-être découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Et j'ai envie de dire que ce que vraiment on doit faire, mais ta collègue aussi évoquait ça, c'est qu'il faut qu'on soit plus proactif de là où se passent les choses. Et qu'on change aussi nos modèles, tu vois. Demain, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il y a un gros travail d'information,
Et après, ça rejoint le débat de ta collègue, chacun fera son choix. Mais au moins que vous ayez la visibilité de ce qui existe. Mais moi, à mon niveau, je n'ai pas tous les boutons. Hein. Tu vois, si Je ne parle pas forcément de ce que vous faites, mais je parle à tout le monde autour de la table. Quelles seraient des solutions, en fait Alors, tu sais ce que je veux te dire, il y a Kennedy, c'est ce qu'il disait. Hein. Il disait, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et quelque part, excusez-moi, bon, Kennedy, hein, voilà. Alors, mais j'aime bien la question parce que la réponse que je vais te faire, je vais te dire, c'est du 50-50. C'est certes, moi, je dois faire quelque chose pour toi, mais toi, tu dois faire aussi quelque chose pour moi. Et tout ça, pour la planète. Et juste pour compléter aussi d'un point de vue État, il y a des discussions quand même en cours. Déjà, il y a deux choses entre l'avion et le train. Je pense que Daniel a bien expliqué les différences entre l'infrastructure qu'on paye le kilomètre pour le train versus l'avion, etc. Il y a aussi des taxes qui sont prises sur le kérosène, par exemple, sur le trafic international. Le kérosène n'est pas taxé. L'électricité, elle est taxée, etc. Donc, il y a déjà aussi des enjeux au niveau de l'État et des pays de mettre les mêmes règles du jeu pour tous les modes de transport. Sinon, en fait, on favorise un mode de transport plus qu'un autre. Ça, c'est le premier point. Et après, en Allemagne, récemment, ils ont fait ce qu'ils appellent un pass-rail, c'est-à-dire qu'ils payent un abonnement au mois et dans lequel ils peuvent se déplacer dans tout le pays avec cet abonnement-là, que ce soit des transports en commun de la ville ou des transports régionaux. C'est pas les TGV, hein, mais c'est quand même des trains qui permettent de faire des grandes distances. Ça, c'est quelque chose qui est aussi réfléchi en France pour essayer de favoriser sur des distances peut-être plus longues que la région Occitanie quand on a besoin de faire de ces voyages-là. Et l'État, pour finir, est aussi, alors ça va doucement, c'est lentement, mais c'est dans la bonne direction, est en train de réfléchir et Clément Beaune, le ministre des Transports, le dit, hein, d'essayer de taxer plus lourdement les modes de transport les plus polluants pour financer les modes de transport les moins polluants. Ce n'est pas normal aujourd'hui que pour aller à Paris, depuis Toulouse, on ait à payer plus cher un train qu'un avion. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est aussi à l'État de venir mettre les bonnes règles du jeu pour dire, bah non, en fait, je vais faire payer plus cher les gens pour prendre l'avion pour que les gens qui veulent prendre le train aient à payer moins cher. Donc, il y a aussi un rôle de l'État clairement à jouer. Il commence à peine à y réfléchir. C'est dans la bonne direction. Ça va pas assez vite, oui. Mais les discussions sont en train d'arriver. Je pense que c'est dans la bonne voie quand même. Et merci. Ouais, bah pour compléter, pour finir, peut-être. Juste pour répondre sur ce qu'on peut faire, je voudrais faire une aparté sur le fait qu'ici, on parle de Toulouse. C'est le siège mondial d'Airbus. C'est aussi un territoire hyper intéressant de ce débat parce que c'est un des rares territoires français où on a délibérément investi lourdement sur l'avion, communiqué lourdement sur l'avion, et c'est aussi le fruit d'une politique, d'une stratégie locale et régionale qui était de faire en sorte qu'on se dit dans 50 ans, on veut que les jeunes ils aillent en avion à Paris. C'était l'objectif. Parce qu'il faut être le démonstrateur de la puissance de l'avion, etc. Voilà, ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Hein. Il y a plein de villes où personne ne prendra l'avion pour aller à Paris parce qu'en fait, le train est performant, il est rapide. Il y a un débat avec la LGV ici. Enfin, voilà, il y a aussi cette histoire locale qui fait qu'on hérite de ça. Et en ce qui concerne Cities, écoutez, la question, elle m'intéresse au plus haut point parce que notre métier, c'est d'essayer de convaincre des gens qui ont des voitures de les abandonner. C'est ultra violent, c'est très dur. C'est beaucoup plus facile d'aller voir des jeunes personnes qui n'ont pas encore acheté leur première voiture, qui squattent celle des parents ou celle des amis, donc ils font déjà de l'autopartage. Finalement, ils connaissent très bien l'usage et où on peut essayer tout de suite de les faire rentrer dans le monde de la vie où on est mobile, où on est actif, sans posséder. Donc, on a énormément de formules très accueillantes. Je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne connais pas tout, mais je crois qu'en ce moment, c'est gratos l'inscription pour les étudiants. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, c'est toujours à tarif réduit, mais c'est un super enjeu. C'est beaucoup plus facile de faire de vous des citoyens, citoyennes qui, depuis toujours, roulaient en voiture, mais sans en posséder. Et du coup, vous faites plus de vélo, plus de transport en commun, plus de trains naturellement, que de venir vous chercher 10 ans, 20 ans plus tard pour vous faire changer d'avis. Donc, voilà. Je sais pas si tu veux un téléphone. Ouais, je pense que un petit mot de conclusion et puis on vous laisse. Un truc à avoir en tête, et je suis hyper d'accord avec la réflexion qu'il y a eu au fond, que parfois c'est compliqué et parfois oui, on a le choix, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment le choix si c'est beaucoup plus long, beaucoup plus cher, etc. Surtout quand c'est des déplacements du quotidien, on va dire. J'ai eu l'exemple, par exemple, je vais à Nice dans une semaine et je dois remonter à Montpellier. Nice-Montpellier, déjà, c'est une ligne qui est hyper compliquée. Tous les trains sont complets, sauf un qui, du coup, est à 150 € ou un truc comme ça. Est-ce que j'ai envie de mettre 150 € là-dedans? Non, et du coup, je vais prendre un Blablacar. En fait, c'est juste de dire, OK, il y a le facteur temps, le facteur argent. Ces deux-là, on les a beaucoup en tête. Savoir que le facteur environnement au même niveau que ces deux-là. Après, vous mettez vos échelles où vous voulez, mais
mais se dire que oui, peut-être que vous avez besoin d'aller voir votre famille, etc., c'est normal. Allez les voir peut-être une fois en moins dans l'année parce que cette fois-là, c'était plus cher et donc sinon il aurait fallu prendre l'avion. Bah, c'est peut-être un sacrifice qu'on est prêt à faire pour d'autres choses dans l'année. Merci à tous. Bien, c'est parfait.